Merci de m'avoir invité à vos travaux. Je suis très impressionnée et très heureuse de pouvoir partager avec vous cette thématique des migrations qui est un des objets de votre conférence. Et j'ai voulu centrer mon propos sur la crise actuelle de l'accueil des réfugiés qui est particulièrement forte pour l'Europe et qui est l'occasion pour l'Europe de questionner à nouveau les valeurs sur lesquelles elle s'est construite, qui sont les valeurs de la solidarité, qui sont les valeurs du respect des droits de l'homme. Nous sommes ici à Genève du respect du droit d'asile et on va voir que ce phénomène de crise est le fruit pas seulement de la crise syrienne, mais de tout un ensemble de phénomènes structurels qui conduisent non seulement à la mobilité, mais à la mobilité de certains flux sur l'Europe. L'Europe est la première destination migratoire au monde en termes de flux et la seconde en termes de personnes installées. Nous sommes dépassés sur ce terrain par les États-Unis. On a 42 millions environ de migrants en Europe et 46 millions aux États-Unis, mais l'Europe est une des grandes destinations migratoires au monde, avec les États-Unis, avec le Golfe, avec la Russie, avec beaucoup d'autres régions dans le monde. Et l'Europe, à la différence de quelques régions du monde que j'ai citées, comme les États-Unis ou alors le Canada ou l'Australie, la Nouvelle-Zélande, a du mal à s'accepter comme terre d'immigration. Et ça, c'est une des grandes difficultés de la problématique. Les Européens ne se considèrent pas comme habitant une terre d'immigration et ils ont beaucoup de mal à considérer que les migrants contribuent à constituer en partie la population de demain en Europe. Le seul facteur de croissance de la population en Europe, comme d'ailleurs aux États-Unis, c'est l'immigration. Mais c'est un sujet sensible parce que pendant très longtemps, ce sont les Européens qui sont partis de chez eux à travers le monde pour des raisons diverses et aussi parce que pendant longtemps, l'immigration a été simplement considérée comme une simple main-d'œuvre destinée à remplir à court terme une nécessité simplement sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, on est dans un tout autre contexte. On a vu tout à l'heure avec le représentant de l'Organisation internationale des migrations qu'on a une grande diversité de migrants, mais avant d'entrer vraiment sur le cœur du sujet en Méditerranée, je vais essayer de montrer très rapidement, à partir de cartes de mon atlas 2016, que c'est un phénomène à la fois global et structurel vers l'Europe. Même si aujourd'hui, il y a autant de flux dans le monde qui vont vers le nord que vers le sud. Le sud de la planète est une grande terre de migration également, d'une part parce que certains endroits au nord sont difficiles à franchir et donc il y a un trafic des morts en quantité. On a eu 30 000 morts aux portes de l'Europe depuis la fin des années 1990, dans une certaine indifférence des Européens, 3 000 morts durant la seule année 2015 il y a donc beaucoup de flux qui vont vers le sud parce que c'est plus facile, même si on a moins de droits. Le Golfe est une terre d'attraction importante pour travailler, mais on a aussi des déplacés environnementaux qui vont du sud au sud. Beaucoup de réfugiés dans le monde vont aussi du sud au sud. Il y a aussi des pays émergents au sud, donc l'Europe n'est pas du tout la seule destination au monde, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Européens qui croient qu'ils sont face à une invasion, voire à une conquête par les nouveaux arrivants. Donc ce phénomène est global, comme on le voit, ça a été dit tout à l'heure, j'insiste là-dessus, c'est un phénomène qui caractérise le monde bouge, on a 244 millions de migrants internationaux, 740 millions de migrants internes, rien qu'en Chine on a 240 millions de migrants internes, donc autant que dans le monde à l'échelle du pays, et puis également on voit que ces flux se circulent à travers toute une série de régions du monde. Donc les migrations se sont globalisées. Il y a eu une sorte d'universalisation du droit de sortie dans le monde depuis les années 90. On a pu sortir de chez soi, pas seulement... Parce que la traduction... Ah d'accord.
Donc pas seulement suite à la fin du rideau de fer, mais également en Chine, en Afrique et dans de grandes plages de pays dans le monde, on a pu sortir de chez soi. Donc universalisation du droit de sortie, rétrécissement du droit d'entrée, notamment dans les pays européens. Donc une difficulté qui est résolue souvent par le trafic, l'offre de passage irrégulier. Beaucoup de pays de départ sont devenus des pays d'accueil. C'est le cas de l'Europe du Sud, c'est le cas des pays qui sont aux frontières de l'Europe, notamment la rive sud de la Méditerranée. Et cette migration mondialisée, elle s'est aussi régionalisée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans toutes ces régions du monde que j'ai encadrées par des cercles, mais aussi dans beaucoup d'autres, il y a plus de migrants qui viennent de la même région que de migrants qui viennent d'ailleurs. C'est vrai en Amérique latine. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'Européens. L'essentiel des migrants sont des latino-américains andins allant vers des pays émergents comme par exemple le Brésil, mais aussi vers l'Argentine ou le Chili. Aux États-Unis, la moitié des migrants viennent surtout du Mexique, mais aussi du Canada, d'Amérique centrale. En Europe, on est dans un espace migratoire euro-méditerranéen. L'essentiel des migrants viennent de la rive sud de la Méditerranée, mais aussi des pays de l'Est qui sont entrés dans la libre circulation européenne, et aussi ceux qui n'en sont pas encore entrés font partie aussi des migrations en Europe. On a la même chose pour la Russie. L'essentiel des flux en Russie sont des flux de la CEI, de la Communauté des États indépendants, de l'ancienne URSS. L'Asie centrale et le Sud-Caucase fournissent l'essentiel des migrations dans ce pays. En Asie du Sud-Est, la plupart des migrants viennent d'Asie du Sud-Est. Et en Australie, le rêve d'un pays de migration blanche est terminé depuis longtemps. Donc, mondialisation et régionalisation qui correspondent à des facteurs structurels, qui sont notamment les inégalités du développement humain, comme on le voit ici, qui pointent particulièrement à l'Afrique subsaharienne. Également la perspective démographique, âge médian en Europe 40 ans, âge médian dans les années 50 28 ans. Sur la rive sud de la Méditerranée, âge médian, c'est-à-dire qui sépare en deux groupes égaux en chiffres la population 25 ans, en Afrique subsaharienne 19 ans. L'Europe vieillit, ce qui est aussi une raison de la migration, puisqu'il y a des besoins de main-d'œuvre spécifiques qui sont liés au grand vieillissement d'un côté des Européens, et puis à des métiers qu'on ne peut pas faire à 85 ans. Autre élément, la ligne de fracture autour de l'Europe que constitue notamment la Méditerranée. Ça a été un grand lieu d'échange, de dialogue, de conflit aussi, et aujourd'hui c'est une ligne de fracture économique, sociale, politique, parmi les plus importantes au monde, et les migrants réduisent précisément ces lignes de fracture par leur migration, par leur mobilité, par les réseaux qu'ils construisent de part et d'autre de la Méditerranée. Autre élément, l'inégalité du droit de bouger. Les gens qu'on a vus sur des barques tout à l'heure, ce sont des gens qui ne peuvent pas entrer légalement. Si on prend simplement le cas des visas, donc simplement le cas des touristes, qui ne sont pas des migrants au sens du comptage que l'on fait à l'échelle mondiale, on a 1 milliard de touristes internationaux aujourd'hui. Eh bien, si on veut circuler sans visa pour 3 mois, il y a une très grande inégalité, et c'est encore plus vrai si on est un migrant, c'est-à-dire si on voyage à des fins diverses pour plus d'1 an, qui est la définition internationale. Donc là, par exemple, si vous êtes anglais, finlandais, etc., français aussi, vous pouvez circuler librement sans visa dans 171, 172 ou 173 pays. Si vous êtes russe, vous pouvez circuler librement sans visa dans 92 pays. Si vous êtes afghan, somalien, érythréen, ça se compte sur les doigts d'une main les pays pour lesquels vous pouvez circuler sans visa. Vous constituez un risque migratoire total pour des raisons à la fois politiques et économiques. Donc là, l'inégalité, elle est là, et elle fabrique non seulement les flux de réfugiés, mais aussi les trafics du passage, puisqu'il est très difficile que le droit à la mobilité est l'un des plus mal partagés au monde. Ces trafics que l'on voit ici, les crises et les conflits sont devenus pas seulement
conjoncturelle mais structurelle autour de l'Europe. L'Europe est entourée de pays en conflit qui ont des liens souvent avec l'Europe pour des raisons historiques, le passé colonial, les langues parlées, l'ancienneté de la migration dans certains cas, tout ça, et puis aussi des formes de désenchevêtrement ethnique autour de l'Europe qui ont fait qu'on a beaucoup de personnes qui considèrent que l'Europe est une destination phare pour leur migration. L'Europe est aussi accessible géographiquement puisqu'elle est assez proche de pays qui sont en guerre ou en crise, et donc c'est une destination importante comme on le voit. Là, c'était pour simplement montrer le vieillissement qui crée des nouveaux métiers comme les métiers du Caire, et l'Europe s'est barricadée. L'Europe s'est barricadée et une partie de la crise à laquelle on est confronté, c'est le décalage entre la réalité des flux aujourd'hui. On a eu 1,2 million de demandeurs d'asile en Europe l'an dernier et habituellement on était autour de 220 000 demandes d'asile, 625 000 en 2014, 1,2 million en 2015 et en même temps une politique, pas pour les réfugiés mais pour l'ensemble des migrants de plus en plus sécuritaires pour des raisons d'opinion publique qui n'acceptent pas cette réalité. Pourtant, c'est la réalité. Et donc là, c'est un exemple de militarisation de la frontière dans l'enclave espagnole de Ceuta et Melilla, qui d'ailleurs concerne surtout moins des Marocains que des subsahariens. Le Maroc se transforme lui-même en pays d'immigration aux portes de l'Europe, puisque les frontières sont fermées pour le plus grand nombre. Autre exemple de passage relatif à la crise actuelle, la frontière entre la Grèce et la Turquie. Selon le rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés, qui est à côté d'ici, de 2015, c'est par la Grèce que sont entrés l'essentiel des demandeurs d'asile pendant cette année-là, à travers à la fois les îles grecques, puisque les îles grecques, notamment du nord, sont plus proches de la côte turque que de la Grèce, donc les îles du Dodécanèse, Lesbos, Kos, Samos, dont on entend parler presque chaque jour à la radio, puisqu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup d'arrivées, ont été non seulement, disons, la cible des demandeurs d'asile, mais aussi la cible des passeurs. Et ce qui a frappé l'opinion, ça a été la photo de ce petit enfant kurde syrien, donc Aylan Kurdi, de 3 ans, mort sur la côte turque, à Bodrum, dont le bateau qu'avaient emprunté les parents a fait naufrage. Et là, il y a une prise de conscience des Européens que c'était un enfant comme ceux qu'ils ont chez eux, dans leur famille, et qu'il y avait une certaine inégalité forte entre le sort de cet enfant et les enfants européens, et notamment une responsabilité des politiques migratoires de fermeture qui a conduit les parents à s'adresser à des passeurs. Suite d'ailleurs à cette photo, en même temps, il y a eu la déclaration de Madame Merkel de septembre 2015 qui dit l'Allemagne prête à accueillir 800 000 demandeurs d'asile. Et également une tentative de partage entre les pays européens de ces nouveaux arrivants. Je signale que la Turquie, je ne sais pas s'il y a des Turcs ici, mais la Turquie a accueilli 3 millions de personnes sur son territoire, essentiellement des Syriens, mais aussi des Irakiens, des Afghans. 6 millions d'Afghans ont quitté leur pays depuis la fin des années 70, je le rappelle, et ces Syriens ont été aussi accueillis pour 1 million au Liban et pour 600 000 en Jordanie. Donc la Turquie est devenue, ce qu'elle était déjà, mais un grand pays, pas seulement de départ, mais d'accueil et de transit. Un certain nombre de ces Syriens veulent aller en Europe, puisque la Turquie a signé la Convention de Genève sur l'asile, mais n'a pas signé l'extension géographique pour les non-européens de ce bénéfice du statut de réfugié. Ce qui fait que beaucoup de Syriens cherchent à aller en Europe, soit parce qu'ils ont de la famille déjà réfugiée en Europe, pour certains, soit parce qu'ils veulent avoir un séjour plus long, plus stable, s'ils sont en famille. Et donc, on a eu beaucoup de départs vers la Grèce, aussi par cette voie terrestre qui est sur la carte, la trace, où il y a pas mal de passages, même s'il y a des barbelés. Et donc, c'est le début de ce qu'on appelle la route des Balkans. Une fois que les personnes pénètrent en Grèce, en général, ils ne veulent pas rester en Grèce, qui est en crise, comme chacun sait.
mais plutôt ils essayent de tout de suite prendre la frontière des pays de l'ex-Yougoslavie pour essayer d'entrer en Europe par la Slovénie, puis passer en Autriche, ou par la Croatie pour passer en Italie. Plusieurs pays européens de l'Est ont fermé leurs frontières l'année dernière pour disons, protéger de ces nouveaux flux en construisant des barbelés autour de leurs frontières nationales. C'était le cas par exemple de la Hongrie qui était le premier à le pratiquer, suivi par d'autres pays européens de l'Est. Et on a une sorte de ligne de fracture qui s'est construite en Europe. Les pays européens étaient eux-mêmes, en dehors de l'Allemagne, très réticents à partager la réinstallation des réfugiés. Quand M. Juncker, président de la Commission européenne, a annoncé la chose, il y a eu une assez lente adaptation à sa proposition. Et beaucoup de pays de l'Est ont dit, nous, on accueille déjà des réfugiés, ce qui est vrai. La Hongrie a eu 90 000 demandeurs d'asile, plus que la France en 2015. Mais ensuite, ils ne voulaient pas réinstaller de nouveaux arrivants. Donc, on a eu une ligne de fracture qui est liée, en fait, peut-être à la récente sensibilisation seulement de ces pays à cette question, alors que les pays d'Europe de l'Ouest sont habitués depuis longtemps à cette réalité, même si ça ne se passe pas toujours bien dans les mentalités, et au fait que ces pays n'ont pas connu tous les débats qu'on a eus en Europe de l'Ouest depuis 30 ans sur vivre ensemble, la question du cosmopolitisme, la diversité, le multiculturalisme et toute la lutte contre les discriminations. Et je pense que ce phénomène joue aussi en même temps que la montée des extrêmes droites dans certains de ces pays européens. Autre élément de la crise, le fait que la situation se soit transformée en Libye. Pendant longtemps, entre les années 90 et 2000, la Libye était le verrou vers l'Europe. La Libye, qui est le seul pays du Maghreb qui ne soit pas un pays de départ, mais simplement un pays d'accueil, d'immigration, parce que c'est un pays peu peuplé avec des ressources pétrolières et gazières importantes, accueillait pour travailler une migration des pays voisins, mais surtout une migration subsaharienne, et avait pour mission de la part de l'Europe, à travers des accords de réadmission, c'est-à-dire des accords acceptant le retour de ces gens en situation irrégulière venus par la Libye en Europe vers leur pays d'origine, avait pour mission de contrôler à la fois les demandeurs d'asile, les sans-papiers, et donc la Libye se faisait payer en échange par des infrastructures, etc., et par une reconnaissance du travail de M. Kadhafi qui était redevenu fréquentable aux yeux des Européens, donc la Libye était une sorte de sas, de frontière à distance pour les pays européens, avec des camps, des centres de rétention, etc., et des centres où on renvoie les gens chez eux. Compte tenu de la crise libyenne, la situation a changé, le chaos politique aidant, la Libye est devenue un grand pays de trafic de migration, et donc comme elle a une grande surface maritime avec le sud de la Méditerranée, eh bien, elle envoie en permanence des bateaux qui arrivent en Grèce ou alors en Italie ou à Malte. Donc la Libye a fait ce travail, ce qu'on appelle en français le sale boulot de contrôle pendant longtemps. Comme aujourd'hui elle ne le fait plus, l'Europe s'est tournée vers un autre partenaire qui est la Turquie. La Turquie, aujourd'hui, a accueilli beaucoup de Syriens, et pas seulement des Syriens, et donc la Turquie, aujourd'hui, est le partenaire idéal de l'Europe, qui elle-même n'arrive pas à gérer la situation de façon convenable, puisqu'on a des quantités de morts, et puis que toute une série d'instruments ont été créés pour contrôler les frontières, notamment en Méditerranée, le visa bien sûr dont j'ai parlé, mais aussi le système Frontex, la mise en commun des polices des pays européens pour contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Et donc, comme Frontex, dont le budget n'a cessé d'être augmenté chaque fois qu'on avait 400 ou 500 morts en Méditerranée, malgré tout, ne gère pas l'ensemble de la situation, loin de là. Donc, on s'adresse à des voisins de l'Europe, et aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est la Turquie. Donc la Turquie a fait l'objet d'un accord avec l'Union européenne en mars dernier, et un accord qui prévoit 3 éléments essentiels du côté turc, qui sont d'une part la suppression des visas pour les Turcs vers l'Europe, parce que la Turquie a un solde migratoire négatif, donc il y a moins de Turcs qui vont en Europe aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a 4,5 millions de Turcs en Europe, que de Turcs que d'Europe qui retournent en Turquie. Donc elle demande la suppression des visas. Elle demande également la reprise des négociations de la Turquie dans l'Union européenne, et elle a demandé 6 milliards d'euros pour s'occuper des nouveaux arrivants. Et un échange bizarre a été fait pour 72 000 Syriens, un contre une personne qui a un profil de demandeur d'asile pour l'Europe. La Turquie l'envoie et elle reprend quelqu'un qui a été soit débouté du droit d'asile, soit en situation irrégulière en Europe, venant de Syrie, qui est renvoyé vers la Turquie. Donc on est dans une sorte de marché un peu de dupes, de marchands de tapis, si j'ose dire, dans cette négociation, comme on le faisait auparavant avec la Libye. Et aujourd'hui, c'est notre principal partenaire pour gérer les flux en Méditerranée, avec l'idée de limiter le trafic entre la Grèce et la Turquie. Mais déjà, les flux ont commencé à affluer de nouveau vers l'Italie, ce qui était le cas auparavant. L'île de Lampedusa a été particulièrement investie par le drame du passage des frontières, et toutes ces îles de la Méditerranée sont dans une situation très complexe et contradictoire, parce qu'elles vivent de la pêche mais surtout du tourisme, et en même temps il faut accueillir sur des îles qui sont parfois très petites en même temps les nouveaux arrivants. Donc là c'est une difficulté particulièrement importante pour les habitants de toutes ces îles de la Méditerranée qui sont aussi des régions très touristiques. Des morts, donc, comme je vous disais, quelques chiffres. Pendant longtemps, ça a été autour du Maroc et de l'Espagne. Ensuite, ça s'est déplacé vers l'Italie, aujourd'hui vers la Grèce et la Turquie. Et donc, ces morts en Méditerranée, aujourd'hui, sont un des points noirs de la situation de la crise. On en a d'autres. Hein. On a la fameuse affaire de Calais. Calais, c'est entre... Je ne sais pas si je peux montrer ça sur la carte. Voilà, Calais, c'est juste à l'endroit le plus étroit entre la France et l'Angleterre. On a 13 km à Gibraltar, hein, entre le Maroc et l'Espagne, et on a donc Calais. Je ne sais pas si je vais arriver à changer de... Enfin, c'est pas grave, c'est ici, en haut de la carte, donc vous avez le Pas-de-Calais, là, voilà. Et donc, on a des passages et une sorte de bidonville qui s'est installé depuis 20 ans, sans qu'on arrive à résoudre le problème, puisque ces personnes veulent aller au Royaume-Uni. Beaucoup de Syriens, des Irakiens, des Afghans, des gens qui considèrent que leur avenir est au Royaume-Uni et pas ailleurs en Europe. Et donc c'est difficile puisque le droit d'asile en Europe prévoit qu'on doit être examiné comme demandeur d'asile dans le premier pays où on a mis le pied. Donc ces personnes veulent surtout aller au Royaume-Uni et non pas rester en France pour demander l'asile, comme ceux qui arrivent en Grèce, ils ne veulent pas tous rester en Grèce pour demander l'asile. Donc on est dans une crise sans fin, si j'ose dire, puisque le Royaume-Uni n'a pas signé les accords de Schengen. Donc il n'y a pas de liberté de circulation entre la France et le Royaume-Uni, ce qui fait que les migrants sont bloqués là. On a essayé en France, à plusieurs reprises, des ministres de l'Intérieur ont essayé comme ils disaient, de supprimer, d'éradiquer ce qui s'appelle la jungle aujourd'hui, qui est une installation de fortune sous la tente ou dans des baraques de toutes ces personnes. On essaye de la déplacer ailleurs aujourd'hui, de convaincre certains de demander l'asile en France ailleurs qu'à Calais. Mais c'est très difficile et donc, compte tenu de la situation, d'une part, la France paye un petit peu le fait que l'Angleterre nous confie le contrôle de la frontière en amont pour ceux qui veulent aller au Royaume-Uni, puisqu'on doit les arrêter là, et d'autre part, le fait que la situation politique de l'extrême droite fait que c'est une cible forte pour l'extrême droite que de faire campagne autour de Calais sur le thème de l'invasion. Donc je ne vais pas rester longtemps là-dessus, je voulais juste insister pour la crise de la Méditerranée
sur le fait que les profils de migrants, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, mais je terminerai peut-être là-dessus, sont des profils de plus en plus difficiles à traiter, puisque c'est ce qu'on appelle des flux mixtes. Beaucoup de migrants sont des gens qui, à la fois, parfois demandent l'asile, mais qui viennent aussi pour travailler. Et on a 3 types de flux, en gros, en Méditerranée. On a d'une part Maghreb-Europe, ce que vous voyez dans le grand cercle, qui sont plutôt des flux de travail, mais pour lesquels certains ne sont pas infondés à demander l'asile parce qu'ils viennent de pays mal gouvernés, en général, plus que mal gouvernés, avec un non-respect absolu des droits de l'homme. D'autre part, on a des flux donc, qui sont plutôt le résultat de la crise des Balkans, qui sont plutôt des désenchevêtrements ethniques. C'est-à-dire qu'on a eu toute la crise du Kosovo, la crise de l'ex-Yougoslavie, mais il y a encore des désenchevêtrements ethniques dans toute cette région, et également l'importance de la migration albanaise depuis les années 90. C'est 60% de l'immigration en Grèce, et c'est la 2e nationalité en Italie. On a vu aussi beaucoup de ces énormes cargos dès les années 90 en Italie. Maintenant, il n'y en a plus parce qu'il y a des accords de main-d'œuvre, mais on a encore une importante migration qui vient d'Albanie, mais aussi qui passe par l'Albanie à travers les trafics de passage. Et puis, on a le 3e partie de la Méditerranée qui est l'Est, le Proche-Orient, qui a toujours été plutôt une migration vers l'Europe de réfugiés. On a eu la crise libanaise, on a, je rappelle, 6 millions de Palestiniens qui sont hors de leur pays, on a la crise syrienne aujourd'hui, ainsi que l'Irak, et donc on est plutôt dans un autre profil. Ceci dit, de plus en plus, en Méditerranée, on a des flux mixtes, donc difficiles à traiter parce que souvent, ils ne sont pas considérés comme réfugiés et donc on a un contexte qui alourdit l'asile, et la solution pour régler cette question serait, comme on le faisait dans le passé, de donner plus de possibilités d'entrer légalement pour travailler, pour alléger la demande d'asile et pour mieux traiter donc les profils qui arrivent. Mais c'est très difficile en Europe puisqu'il y a une sorte de crispation sur la question de l'accueil des réfugiés. En France, on a eu très peu de nouveaux arrivants en réalité, puisqu'on avait 62 000 demandeurs d'asile en 2013, 79 000 en 2014 et 79 000 en 2015, donc pas beaucoup plus. Mais on a l'impression en France, alors que très peu de gens ont été réinstallés venant par exemple d'Allemagne, en réalité que c'est l'invasion, qu'il y a eu tout un affolement qui s'est construit, alors qu'il y a des capacités d'accueil qui ne sont pas remplies en dehors de Paris, et que dans l'ensemble, tous ceux qui craignaient l'arrivée des Syriens dans des petites villes de province, ou d'autres, ou des gens qui venaient du Soudan, etc., se sont aperçus que c'était des gens tout à fait fréquentables et qu'au contraire, c'était une chance de pouvoir accueillir ces personnes. Donc, ce qui fait la difficulté, c'est d'une part l'absence de volonté politique en dehors de l'Allemagne dans beaucoup de pays européens, d'autre part la peur de ceux qui ont peur, et donc les gouvernements de beaucoup de pays européens sont gagnés par le populisme du discours sur la question et donc ont une réponse plutôt de peur par peur de faire monter les voix de ceux qui ont peur, c'est-à-dire des populistes, et également un manque de connaissances. Je pense que c'est très important de parler de cette question parce que la peur repose sur l'ignorance. Et les questions migratoires ont longtemps été considérées comme un sujet un peu mineur des débats sur la scène internationale, et donc la plupart des gens ont une ignorance très forte et suivent les discours les plus simplistes de certains partis politiques. Je ne vais pas insister là-dessus. Je voulais juste vous montrer, pour terminer, les chiffres de l'Europe du Sud. Donc on voit que cette migration, pour l'instant, n'est pas si importante qu'on le dit, parce que beaucoup aussi sont en situation irrégulière, mais que les effets d'une part de l'ouverture à l'Est, les Roumains sont la première nationalité en Espagne et en Italie, les Albanais sont la première nationalité en Grèce et en Italie, etc.
tous les effets de ces phénomènes de voisinage ont été particulièrement importants dans l'Europe du Sud, qui était une terre de départ et qui est devenue au milieu des années 85 une terre d'accueil, qui ont dû à la hâte développer des politiques d'immigration et d'asile et qui ont dû également faire avec les nouveaux arrivants. Pareil pour le sud de la Méditerranée, beaucoup de ces pays étaient essentiellement des pays de départ, le sont toujours, mais ils sont aussi des pays d'accueil. Certains ont commencé à mettre en œuvre une politique d'immigration, mais c'est long, et la plupart des gens qui vont du sud au sud entrent dans des pays où il y a très peu de droits pour eux. Donc voilà un petit peu les éléments. Il y a beaucoup d'autres sujets sensibles, celui des Roms particulièrement d'est en ouest de l'Europe. Je ne vais pas trop insister là-dessus. Les migrations de l'Est dans l'ensemble ont été des migrations d'aller-retour, puisque précisément pour eux les frontières se sont ouvertes, même si on a annoncé dans les années 90 l'invasion, là encore, hein, et tous ceux qui observaient le phénomène disaient il n'y aura pas d'invasion, il y aura de la circulation migratoire. Là aussi, des affolements sans raison, et beaucoup d'autres régions du monde concernées par ces phénomènes. Donc je ne vais pas m'étendre plus sur la crise, mais je voudrais simplement dire que l'Europe risque de perdre ses valeurs avec la crise de l'arrivée des réfugiés, puisque la solidarité a fait défaut entre les pays européens. La solidarité, c'est une des valeurs essentielles de l'Union européenne. Elle est même inscrite dans le traité de Lisbonne parmi les valeurs à respecter de l'Union européenne, et on a vu un défaut de solidarité entre d'abord le Nord et le Sud. Les pays du Nord avaient un certain mépris pour la façon dont les pays du Sud de l'Europe accueillaient les nouveaux arrivants, et ensuite d'Est en Ouest, puisque les pays de l'Est n'ont pas partagé, si j'ose dire, les chiffres qui leur étaient proposés de nouveaux venus par l'Union européenne, s'abritant derrière le désir de rester homogène et de ne pas porter atteinte à leur identité. Autre valeur qui est fortement écornée par la crise de l'accueil des réfugiés, les droits de l'homme. C'est une valeur essentielle des pays de l'Union européenne, et on voit que dans la mise en pratique des politiques d'immigration et d'asile, très souvent on a rogné très fortement les droits de l'homme à travers pas seulement l'accueil récent, mais aussi à travers les politiques mises en œuvre marquées par l'esprit sécuritaire et par la dissuasion. Donc la question pour l'Europe, c'est de s'accepter comme terre d'immigration, ce qui n'est pas encore le cas, ce qu'elle est, mais ce qui n'est pas encore le cas dans l'esprit des gens. Et donc c'est un travail sur les mentalités qu'il va falloir faire pour mieux vivre ensemble. On arrête là.